Bienvenue à ceux qui sont présents aujourd'hui en live avec nous sur Rain or Shine, un premier coffee shop virtuel et vertueux, bien sûr. Et bienvenue aussi à ceux qui nous écoutent dans le futur sur le podcast et ceux qui nous regardent sur YouTube. C'est vraiment fait pour ça aussi, c'est pour pouvoir ne rien perdre du tout et puis réécouter ou revoir tout ce qui s'est passé sur Rain or Shine. J'ai l'immense plaisir d'accueillir mon ami, parce qu'en fait, il y a des collègues et puis il y a aussi des amis qu'on se fait dans le monde du café et je crois que je peux quand même. J'ai le plaisir de pouvoir dire que tu es aussi devenu mon ami, Morgan Deschner, Oui, avec un SCH qui traduit tes origines de l'Est. ouais, c'est ça. De la Roure. De la Roure, exactement. Donc vraiment un grand plaisir et tu as évidemment beaucoup de choses à raconter de manière générale dans le café parce que ça, sans vouloir te vieillir plus que nécessaire, ça fait un moment que tu gravites autour Mhm. du café et c'est ça qui fait ta richesse et c'est ça qui fait aussi tout ce que tu as donné à transmettre et à quel point ça peut être inspirant pour beaucoup de personnes. Et donc aujourd'hui, on va parler de la formation livrée à domicile, mais tu vas nous expliquer en plus de détails de quoi il s'agit. Alors du coup, on va parler du Cupping Club. Tu vas nous expliquer en détail ce que c'est. Mais en fait, ce serait pas mal de commencer par déjà en fait ta carte d'identité, un petit peu qui tu es. Et puis peut-être on pourra en parler pendant des heures de ton parcours dans le café, mais au moins qu'on comprenne les étapes essentielles qui t'ont amené jusqu'à l'idée du Cupping Club. Donc déjà, qui es-tu, Morgane? Ouais, alors déjà, merci beaucoup Manu pour cette présentation. Effectivement, dans le café, on tisse aussi des amitiés qui s'enrichissent avec le temps aussi. Donc je suis ravie d'être là, et je suis ravie de faire partie de cet écosystème qui est une des raisons pour lesquelles je crois vraiment à ce produit aussi. Et voilà, donc qui je suis? Eh ben, donc je suis ingénieure, enfin je suis donc Morgane, j'approche d'une double vingtaine. J'ai grandi dans différents endroits de France, mais aussi un petit peu au Liban. Euh, et, euh, et en fait, j'ai choisi des études d'agro. J'ai un diplôme d'ingénieur agronome spécialisé en développement agricole, donc qui était on va dire, une façon de rentrer à la fois dans le monde du développement et en même temps de questionner toujours au cœur de mon parcours le goût, l'identité, les terroirs, les origines, etc. Au départ, ma vie, elle se fait, on va dire que plus de la moitié de ma vie s'est fait sans café, sauf pour l'odeur. C'est-à-dire que avant de partir, puisque tu parlais des étapes importantes, euh, avant de partir au Nicaragua en 2005, je buvais pas de café. Je buvais une tasse de Nest en désespoir dans mes révisions de partiel avant de m'endormir en fait. Donc c'était pas très efficace ni convaincant. Et sinon, j'étais toujours déçue. En fait, j'ai pas de souvenir de café. Je comprenais pas. Mais ça m'interpellait pas plus que ça non plus. En fait, j'aimais l'odeur. Il y avait le petit canard, etc. Mais voilà. Et je pense que ce qui est aussi important à dire, c'est dans le choix de mes études et dans le choix de partir sur l'aspect en développement, il y avait notamment l'envie d'avoir, parce que j'avais hésité à aller vers des études de nez en fait, euh, et en fait il y avait l'envie d'être plus enraciné, en fait, plus proche quelque chose d'essentiel, qui soit plus terrien en fait, et qui était donc voilà, comme ça a pas mal guidé quand même mes études d'agro. Et ensuite, donc dans mon parcours, je suis partie donc au Nicaragua en 2005 en césure pour un stage long, après un stage long en Inde aussi. Et les deux destinations ont leur importance dans mon parcours récent aussi. Et donc là-bas, en gros, c'était pour une grosse exportatrice de café sur un projet de valeur, d'amélioration de la rémunération des producteurs, enfin de la question de la sustainability. Donc, D'accord. Donc déjà un aspect durable et social en fait ouais, en dans fait, cette année de césure. ouais, en fait Parce c'est que ça. C'est vraiment ça ce qui m'a emmené dans le café, c'était les enjeux socio-économiques.
Parce que alors, est-ce que pour ceux qui sont pas forcément dedans ou qui entendent ce mot-là et qui savent pas vraiment ce qu'il y a derrière, Mhm. juste pour qu'est-ce qu'on fait en fait quand on fait une école d'agronome? Comment comment tu pourrais définir ce travail qui finalement peut toucher beaucoup de choses? Qu'est-ce qu'on étudie? Qu'est-ce qu'on étudie et qu'est-ce que c'est un ingénieur agronome en fait et qu'est-ce qu'il est capable de faire en sortant d'une école d'ingénieur? Alors, pompeusement, euh, les gens de l'école d'Agro Paris, Agro Paris Tech, donc anciennement Paris Grignon, parlent d'ingénieurs du vivant. Euh, L'idée des études d'ingénieurs, bon, il y a des fondations scientifiques qui sont assez fortes, euh, et donc par des mathématiques, la démonstration, l'explication enfin toujours le questionnement du pourquoi, etc. Pardon pour le bruit. Et donc ensuite, on va apprendre à comprendre qu'est-ce qui fait que le vivant peut s'épanouir en fait. Le vivant, c'est-à-dire à la fois les animaux, les plantes, euh, et comment est-ce qu'on peut produire, en fait. Bon, l'ingénieur agronome, c'est une formation, je crois, pour la partie historique, qui avait vocation aussi à produire et à encadrer l'agriculture. Donc, il y a été quand même un projet politique aussi par rapport aux industries alimentaires, etc. Donc, je pense qu'on est bien placé et pas mal de gens savent en France quelle est l'incidence que ça peut avoir sur nos systèmes de production, qui étaient plutôt tournés vers l'intensif jusque-là. Et donc, quand tu sors des études d'agro, tu as appris à comprendre tous les différents éléments qui vont concourir à la production agricole, en fait. C'est-à-dire le contexte économique, microéconomique, macroéconomique, les comptes de résultats, donc ça, c'est des choses qu'on fait, de comprendre les différents déterminants à la production, donc il y a euh, et puis tout ce qui va jouer. Donc, tu as une capacité, non pas les histomiens, qui ont un diplôme d'ingénieur maintenant, mais qui autrefois étaient dit des techniciens, qui ont une très belle formation d'ingénieur aussi, c'est une formation à Cergy, plutôt orientée tropicale, disent oui, en fait, vous savez bien parler, etc., mais c'est moins concret. Et c'est probablement, c'est certainement vrai, mais on apprend à comprendre en fait les différents déterminants qui vont jouer et les différents éléments qui vont permettre un développement de pratique. Après, c'est très varié, puisque dans les champs d'action des ingénieurs agronomes, on trouve à la fois des gens qui vont travailler sur des filières, c'est-à-dire tout ce qui va, par exemple la filière blé, donc ce qui va permettre le développement de cette filière-là, euh, des gens qui vont travailler sur les questions de foncier, comment est-ce qu'on accède à la terre, avec quoi, des gens qui vont travailler sur les problématiques de développement, qui sont peut-être plus en lien avec notre sujet d'aujourd'hui. Donc c'est les différents déterminants, ou qu'est-ce qui va concourir à une certaine organisation du territoire, un certain développement de tel ou tel produit. Euh, et voilà, et je pourrais développer davantage, mais je Ouais. vais m'arrêter là-dessus. Non, mais Mais c'est clair en fait. C'est très bien. Ça met une bonne base et puis ça explique aussi vraiment ton côté scientifique, ton approche scientifique, mais aussi que ça intègre en fait des valeurs qui sont assez très importantes pour toi et qui sont essentielles à ton ouais. travail et jusqu'à aujourd'hui ce que tu fais en fait. Et alors comment tu t'es retrouvé au Nicaragua? Pourquoi le café? Est-ce que c'était du hasard ou? Euh, alors, je me suis retrouvée au Nicaragua parce que, en fait, moi, j'aimais bien mes études d'agro, mais je trouvais qu'on nous apprenait pas assez à réfléchir. J'avais vraiment fait ça pour rencontrer les gens aussi. Et donc, je faisais partie d'une association qui s'appelait Eco-Equador, qui étudiait les parcs régionaux. Et en 2004, on est parti au Nicaragua. Et en 2004, il n'y avait pas trop Internet. Il n'y avait pas vraiment de guide Ulysse sur le Nicaragua non plus. Et donc, j'étais tombée sur un vieux géo qui parlait du Nicaragua, des sandinistes, etc. Parce qu'il y avait une collection de géo, le magazine vert. Oui, oui. Hmm. Et il parlait d'un cycliste qui vient de la région de Grenoble et il s'appelait le Baron Rouge et qui avait fait une descente d'un volcan
au Nicaragua qui s'appelle El Cerro Negro, qui est un superbe volcan, toujours en activité, parce qu'on est vraiment sur une zone volcanique. Hein. Le nuage noir, c'est ça que ça veut dire? Je parle Le pas Negro, espagnol. c'est la montagne noire, en fait. Montagne noire. Ouais. Le nuage, c'est Nubé. Ah ouais. Voilà. Et voilà. Et en fait, lui, il m'a donné pas mal de contacts, et notamment quelqu'un qui s'appelle Clément Ponson, qui est quand même connu par pas mal de gens, puisque son fils notamment, mais lui scientifique, agronome aussi, est toujours implanté au Nicaragua, a une ferme qui s'appelle la Marsellesa et la Complida. Et aujourd'hui, quand on parle de rouille, dont on parlera un peu plus en détail tout à l'heure, on parle souvent d'une variété qui s'appelle la Marsellesa. Et donc j'avais eu, voilà. Et donc Nicaragua, c'est pour cette raison. J'ai rencontré Clément Ponson. On a passé 3 semaines, un voyage incroyable à neuf dans ce pays magnifique, un pays comme corazón, même si c'est pas un pays avec du cœur, même si c'est un pays qui est particulier quand même. Euh, et, euh, et partant de là, moi, je cherchais 2 césures, donc 2 stages longs, et donc j'avais l'Inde et puis il y a eu le Nicaragua. Et c'est parti de ça en fait, les enjeux socio-économiques, cette rencontre, et puis voilà, et j'ai plongé dans l'univers du café. Mhm. Et le déclic au Nicaragua, ça a été, déjà, je buvais du café un peu, parce que c'était bon. Enfin, c'était quand On en boit là-bas. même, on en boit, ouais. Surtout quand on est chez une exportatrice. Donc, j'étais chez Com. Et, euh, et en fait, j'étais très libre dans mon parcours. Et comme pour ceux qui ne connaissent pas, hein, c'est quand même énorme en fait. Hein, Oui, et avec des bureaux qui sont très variés et des approches qui sont très différentes en fonction des pays. Euh, et, euh, et c'est comme chaque sujet, on peut pas forcément généraliser. En tout cas, ça a été une expérience qui était extrêmement riche pour moi, dans une structure qui m'a fait extrêmement confiance. Et donc voilà, donc il y a eu à la fois l'élément où j'étais c'était une belle expérience professionnelle, d'aller à la rencontre des producteurs, d'être assez libre, de conduire mon pick-up au Nicaragua. Voilà, enfin, c'était des expériences de liberté assez incroyables. Et en même temps, de beaucoup de travail, de compréhension des différents enjeux. Et à ce moment-là, il y avait donc le lien avec le goût, il n'est pas fait du tout jusque-là. J'entendais du bruit, mais je n'étais pas forcément invitée à venir goûter, etc. Donc c'était vraiment, ça fonctionnait par groupe, par silo, quoi. Et puis moi, j'étais un peu jeunette. Et, euh, et en fait, il y avait une table de dégustation et c'était un chercheur qui travaillait avec un chercheur donc un jeune chercheur un, qui faisait avant le PhD, Un rappelle-moi. master? Ouais, il faisait un master de recherche sur l'impact de la qualité de l'ombrage, donc pas, mais ça veut dire sa diversité et le type de telle ou telle espèce sur le goût de la tasse en fait. D'accord, déjà. Mhm. Ouais. Et c'est 2005. Bon, il y avait eu énormément de travaux. Hein. Il y a le Catier juste à côté au Costa Rica, qui est un grand recherche d'agronomie tropicale. CATIE, ouais, pour ceux qui Il y a connaissent pas. eu de recherche et d'enseignement. Mhm. Donc, c'était un Nicaraguayen et il était encadré par Philippe Bast. Et, et Philippe Bast, qui est un chercheur du CIRAD, qui aujourd'hui est basé au Vietnam, mais qui travaille sur les systèmes agroforestiers depuis très très longtemps. Voilà. Et qui est passionnant dans son approche aussi. Donc il y avait ça. Donc il est sur cette table de dégustation, il y avait un café incroyable. Et ce café incroyable, c'était une tasse qui venait de la région de Jinotega, donc qui est, on va dire, il y a 3 grandes régions de production de café au Nicaragua. Il y a les Nuevas Segovias, qui est au nord, vers Ocotal, donc à la frontière avec le Honduras. Et ensuite, il y a 2 zones assez importantes qui sont reconnues, en tout cas, comme telles. Jinotega, autour d'un lac, et Matagalpa, qui est la zone où il y a toutes les infrastructures pour le traitement, etc. Et ce café-là était dingue. Et donc, dans les ateliers que j'avais pu donner sur les questions de comment sont financés, quels sont les coûts qui sont impliqués par la production de café, etc., eh bien, il y avait un producteur que j'ai trouvé incroyable et qui vient pas à mon nouvel atelier. Et je me dis, OK, bon. Et je lui pose la question et lui me répond, mais
tant que tu m'achèteras pas le café et que les gens pour lesquels tu travailles m'achèteront pas le café et me l'achèteront pas à un meilleur prix, il n'y a aucune raison que je perde mon temps à, à venir, même si j'apprécie beaucoup qui tu es, les langues que tu mets, etc., que je perde mon temps à venir passer du temps dans ces ateliers, en fait. Et ça a vraiment guidé mon parcours sur comment est-ce qu'on concilie qualité de tasse, que j'avais jamais rencontrée en Europe, avec une meilleure rémunération du producteur. Ça, je peux développer davantage, mais Toi, en c'est pas. gros, je pense que c'est pas. Enfin, en gros, le cours, il était un peu plus bas que ce qu'il est en ce moment. Il allait repasser au-dessus des 100 cents la livre, le cours du café à New York. Et cette question du prix, elle était extrêmement prégnante. C'est une question qui reste prégnante. Et voilà. Et donc, ça, c'était une grosse étape. Euh, je T'as, passais t'as- t'as après. gardé ça vraiment en tête pendant jusqu'à aujourd'hui, en fait, cette conversation avec lui et finalement ton expérience en général au Nicaragua. Oui, alors après, il y a eu énormément d'autres expériences, comme tu disais tout à l'heure. Donc, si je dois faire court, j'ai fait donc l'aspect en développement agricole à Paris, donc qui est une spé fantastique parce que ça permet vraiment de comprendre pourquoi les choses sont faites, dans quel contexte, etc. Et de se poser énormément de questions et de bien comprendre les déterminants géographiques, historiques de pays par pays, en fait, parce que tout est varié. On est dans un monde qui a tendance à tout uniformiser. Et là, en fait, tout est varié et en fait, c'est pour différents. Donc, c'était vraiment comprendre. C'est une spé qui est passionnante. Et, et voilà. Donc, et en même temps, je passais tous les jours devant la caféothèque à vélo. Caféothèque qui venait d'ouvrir, puisqu'on était en septembre 2005. Et donc, on a mis en place un certain nombre de choses avec des ateliers, faire venir des producteurs d'une coopérative du Salvador. On a fait un dîner au Sénat. Il y avait Nestor Osorio qui était là avec l'ancien directeur exécutif de l'OIC. Alors, qui est Nestor? Qu'est-ce que c'est que l'OIC? Alors, Nestor Osorio, c'était le directeur, mais qui était l'OIC, c'est l'Organisation internationale du café. Basé à Londres? On va passer 3 heures en fait. Non, mais c'est juste, en fait, c'est juste pour être. On Mais explique tout. dis-moi, tu connais bien l'OIC, vas-y, explique. Ah non, non, monsieur, il y a pas, moi, j'ai pas, je sais pas, c'est juste pour les gens qui écoutent derrière et qui se disent, Ouais. ah, qui ne savent pas ce que c'est l'OIC, en fait. C'est juste l'organisme international qui est basé à Londres et qui on va dire, chapeaute un petit peu au niveau organisationnel ce qui se passe au niveau de la production du café. Donc, si par exemple vous avez besoin de trouver des statistiques sur la production du café, c'est vers eux qu'il faut aller voir. Au passage, parce qu'à la limite, si j'ai quelque chose à dire, parce que je trouve que c'est une expérience absolument unique, c'est que si jamais vous allez à Londres, quand vous pourrez aller à Londres, parce que là c'est un peu impossible, n'hésitez pas à leur envoyer un email et à obtenir un rendez-vous pour aller regarder leur bibliothèque. Parce que leur bibliothèque est absolument fantastique, elle est très très riche. Et en fait, ils vont vous accueillir, ils vont vous laisser 1 heure ou deux dans leur bibliothèque. Et c'est en plein centre de Londres. Et en fait, vous allez pouvoir vous faire plaisir si jamais ça vous intéresse de regarder un peu leurs ressources. Donc voilà, parenthèse fermée, c'est une des choses qui sont possibles de faire dans le monde du café et qui sont absolument pas compliquées du tout. Voilà. Merci pour le tip. J'ai jamais pensé à faire ça. C'est vraiment une bonne idée. Ouais. Et donc voilà, donc tu as fini tes études à un moment donné quand même, et donc tu as rentré dans la vie active, et effectivement, ça sera bien de comprendre en fait dans quel contexte le goût a vraiment pris de l'importance. Alors tu commençais déjà à faire des ateliers à la caféothèque et des choses comme ça, mais et puis en fait même toi à un moment donné tu as pensé devenir né, donc tu peux peut-être même expliquer ce que c'est que le nez. Donc en fait vraiment le côté sensoriel était en parallèle de ton amour pour la science et Ouais, le développement durable. tout à fait. En fait, je pense que j'ai toujours aimé goûter. J'ai toujours aimé sentir, découvrir. C'est une place vraiment très importante dans ma vie, en fait. Et j'étais amatrice, enfin, j'étais et je suis toujours amatrice de thé, en fait, et de thé nature. J'aime pas trop les aromatisations. Euh, c'est assez nature toujours, quoi. Je suis pas trop sucrée non plus. Voilà, je peux dire que je suis rentrée dans la dégustation
en parler par le chocolat. Les chocolats, et puis le thé aussi. Donc, pendant mes études, avec des amis qui sont venus acheter de thé aussi, euh, bah, on goûtait beaucoup de thé, en fait. Voilà. Après, il y avait aussi tout ce qui était des huiles. Et donc, j'ai commencé à bosser. J'ai bossé notamment pour l'AFPA, pour ABCD. Donc là, c'était sur des études de marché, etc. Alors pareil, je reviens là-dessus. L'AFPA, en fait, c'est quoi pour ceux qui ne connaissent pas? L'Organisation des produits agricoles, c'est une structure associative qui a été créée, allez, on va dire, il y a 15, peut-être 15 ans, probablement, pas beaucoup plus que ça. Même, voilà, et qui organise des dégustations de produits En fait, elle réunit un jury de professionnels et d'amateurs, partant du principe qu'en France, on a du bon goût et que le cachet gastronomique français, alors c'est quand même ça au départ le principe, est une carte de visite mondiale pour faire valoir une certaine idée de l'excellence et une certaine typicité, etc. Ouais. Donc Donc, à ce jour, en fait, il y a des concours pour l'huile d'olive, le thé, le café, bientôt le chocolat. Enfin voilà. Et donc tu as participé en tant que jury pour certains de ces concours. ouais, j'ai participé en tant que jury, surtout j'animais l'asso en fait. Ouais. J'ai animé l'asso, donc refonte d'identité visuelle, le logo qui est aujourd'hui utilisé, etc. Et donc, effectivement, j'organisais le jury. Donc, la partie analyse, c'est à ce moment-là où l'analyse sensorielle, je l'ai un peu plus développée. J'avais beaucoup aimé ça dans mes études parce qu'on apprend aussi ça en école d'agro, à goûter, à faire des dégustations, à trouver son seuil de détection du sucré, etc. Et du salé, à goûter les textures, les croquants, parce qu'on était dans une école d'industrie alimentaire, donc tu apprends aussi, oui, ok, on fait la mise au point d'une recette de madeleine salée. Ok, et là, on a mis plus ou moins de farine. On ne nous disait pas ce qu'il y avait dedans, mais il fallait en tout cas trouver l'ensemble des descripteurs, etc. Donc là, on l'a mis en place, mais plutôt sur les huiles et sur les autres huiles notamment qui m'avaient passionnée parce que c'était la partie nutrition qui était passionnante aussi. Et voilà. Et en même temps, on ne travaillait pas trop sur le café. On en travaillait un petit peu, mais on en parlait beaucoup, mais on ne travaillait pas énormément sur le café. Et en même temps, moi j'étais à l'ASCA, donc l'ancêtre de l'ASCA, Association France Café Gourmet. Je vais essayer de faire très court, sinon on va faire l'heure là-dessus. Et donc, on a mis en place un certain nombre de choses de partenariat avec Max Havelaar pour organiser les premiers cup testing, participer au championnat de barista. Enfin bref, il y a eu un tas de choses en fait. Et le point le plus important, je pense que c'était dans ma vie à ce moment-là, c'est que j'étais à la fois membre de l'ASCA, je devenais dégustatrice de café, avec des révélations, avec le geisha de Francisco Serracine, qui était venu en 2008 pour aller avec d'autres personnes du Panama, pour aller rencontrer Belco à l'époque, Jobin. Tout le monde disait non mais il est beaucoup trop cher ce café, c'est juste un sidamo en fait, un très bon éthiopien, mais c'est juste un très bon éthiopien. Bon, et en même temps, j'étais investie dans un peu les AMAP et aussi Slow Food avec le bon, propre et juste. Et je crois que ce bon, propre et juste, il est aussi assez important, puisqu'il parle toujours de territoire, etc. Et donc, donc on organisait les compétitions avec Michael pendant les compétitions de l'ASCA. Michael Macaulay, oui. Michael Macaulay, qui a coordonné et auquel, grâce à qui l'ASCA s'est vraiment développée en France dans l'organisation des concours, etc. Il y avait plein d'autres personnes aussi. Et donc, on travaillait beaucoup en binôme sur l'organisation de ces championnats. Et donc, mettre en avant les producteurs avec le partenariat avec Max Havelaar, qui était le moyen d'avoir de la traçabilité pendant très, très longtemps et de parler des enjeux, et puis pour les producteurs d'investir dans la qualité, etc. Donc, on avait monté une expo en 2009, par exemple, pendant les championnats, etc. Donc Et très, très investi en fait à plein de niveaux déjà dans l'associatif, dans le café, et puis après au fur et à mesure de tes expériences professionnelles aussi, donc, notamment chez Max Havelaar, et puis après tu es devenue aussi indépendante déjà.
Tout à fait, ouais. Alors, bon, ce qui est très important, c'est qu'en 2011, quand même, je me suis présentée au championnat de cup testing que j'organisais depuis un moment et j'ai gagné. Euh, C'était au CIRA, on était quand même 40 participants. C'était ma première participation et c'était cool. Surtout que j'ai fait un sans faute en finale. C'était cool. Oui, c'est une bonne validation et enfin déjà au-delà du plaisir de gagner, c'est une vraie validation sur bah, tes compétences gustatives. Et puis j'imagine l'expérience extraordinaire que c'est d'aller au championnat du monde aussi. Ouais, c'était super d'aller au championnat du monde et c'était super. En fait, c'était super de s'entraîner. Euh, Et c'était super d'y aller, même si c'était du coup assez frustrant, puisque c'était la première table, voilà. Mais Ouais. la première table du championnat, de la phase de sélection. Écoute, on sait tous qu'il faut faire un super score et un super temps pour passer. Et voilà. Ouais, au niveau stratégique, c'est pas le plus évident de passer en premier, c'est sûr. Mais Voilà. bon, enfin, ceci dit, ça t'a donné une grande expérience, non seulement dans l'organisation des championnats d'après, futurs, et puis aussi, si je ne m'abuse, en fait, tu as quand même pas mal accompagné Dayo Artsen, qui est donc notre champion en titre, toujours, et qui est arrivé deuxième au championnat du monde. Ouais. Excuse-moi, il y a une grosse abeille. Ouais, ça arrive, les dures réalités du live, en espérant qu'elle vienne pas. Si c'est juste une abeille, elle devrait être laissée tranquille. Ouais, carrément, merci. Oui, effectivement, j'ai pu accompagner Dayo, qui est venu. Effectivement, j'ai organisé les championnats de cup testing jusqu'en 2018. Hmm. Tous les ans, voilà, c'est passionnant. En fait, c'est passionnant de le faire. C'est passionnant de mettre ça en avant. Et puis, c'était passionnant d'accompagner Dayo aussi, de le rencontrer, puisque quand il a gagné les championnats, bah, moi, je ne le connaissais pas. Et quand tu es en backstage et tu t'assures de, enfin, pour ceux qui connaissent le championnat de cup tasting, ils savent que c'est une logistique de fou. En fait, il faut une équipe de personnes à l'arrière qui soit super pointue, super rapide. Il faut être très concentré. C'est pas génial, on va faire ça. C'est voilà. Du coup, on est au moins 10-12 à organiser ça. Et puis, il faut s'assurer que tout le monde goûte dans les mêmes conditions. Ça veut dire que toutes les tasses sont servies. Et la dernière édition, quand Dayo a gagné, la dernière édition que j'ai organisée, euh, quand Dayo a gagné, en fait, il y avait 48 candidats. Et c'était à l'air de rien, mais on a fait le calcul. On a servi 2000 tasses en 2 ou 3 jours Oui, c'est énorme. Oh, clairement, c'est une organisation de malade, ouais, c'est à sûr. la même température. Et donc, quand il a gagné, Hmm. Dayo, je l'avais déjà vu dans le round d'avant. J'étais sortie de la salle de préparation et là, je me suis dit, waouh, mais Dayo, je connais pas en fait, c'est qui? Et puis ensuite, effectivement, il y a ce truc incroyable quand tu gagnes un championnat, c'est super de pouvoir aller s'adresser et de pouvoir bénéficier en fait de tout l'écosystème du café pour aller s'entraîner justement pour les championnats. Et donc avec Dayo, c'était assez fou parce qu'il a ce parcours de champion sportif en fait, de sportif Hmm. de haut. Et en même temps, bah, du coup, c'était lui donner des tips et Hmm. notamment, c'était du mindfulness, etc. Donc, on a eu l'occasion de faire plusieurs sessions ensemble et c'était Ouais, super. vous êtes allés très loin ensemble. Alors du coup, pour revenir à toi en fait, et puis on va arriver très vite au Cupping Club. Tu étais donc indépendante à ce niveau-là, donc tu étais déjà entrepreneuse finalement, mais si je ne m'abuse, enfin tu avais monté ta structure personnelle et tu faisais de la formation et du conseil, c'est ça? Ouais, en fait, depuis que j'ai quitté Max Havelaar, j'ai repris une formation d'analyse sensorielle euh, pendant, pendant, pendant 6 mois à Sud. Et ensuite, je me suis mise à mon compte, en fait. Et ce travail d'analyse sensorielle m'a lancée, effectivement, avec un beau boulot sur les mots pour dire le café en 2014, que je n'ai pas vraiment publié, mais qui était assez important, les mots pour dire le café en français, qui voulait faire un état des... Excuse-moi, en fait, c'est un texte, c'est ça? C'est ouais, un travail de recherche avec des analyses statistiques, etc. Et, euh, et voilà, et c'est ce qui m'a lancée comme consultante et comme formatrice aussi. Ensuite, j'ai passé le Q-Grader et, en 2015 avec Daniela Capuano. Euh,
qui est Voilà. donc une des meilleures ouvrières de France en torréfaction aujourd'hui. Et juste vite fait, le Q-Grader, fais-nous un petit rappel en une phrase, c'est quoi? Le Q-Grader, c'est le diplôme, c'est la carte de visite de dégustation professionnelle du café. C'est une formation et un diplôme qu'on peut obtenir en 6 jours. C'est une formation très pointue qui permet de donner un score, une note, euh, et à un café. Et pour cela, pour que cette note soit représentative d'un consensus de l'industrie, il faut que les dégustateurs soient calibrés. Donc en fait, c'est tout un protocole de pure analyse sensorielle, mais pas que, aussi de connaissances brutes du café et du connaissance de café vert qui permet de justifier euh, de telle ou telle note pour un produit. Ouais. Je crois que ça fait un C'est peu très plus clair. de phrase, mais voilà. Non, c'est très clair. Et à savoir que c'est vraiment 6 jours vraiment très intenses et que c'est pas évident de l'obtenir, notamment du premier coup. Est-ce que ce travail et ce diplôme de Q-Grader, ou ce certificat plutôt, ça t'a aidé par la suite? Oui, alors ça m'a beaucoup aidé. J'étais en train de faire une. En fait, ça m'a aidé à me rendre compte que j'avais vraiment un palais. En fait, j'ai toujours ce côté. J'ai toujours besoin d'être rassurée sur le fait que je suis à la bonne place, que je suis légitime, etc. Donc ça m'a rassurée là-dessus, en fait. Et je me rendais pas compte, mais j'avais des amis mexicains qui étaient là, qui bossent depuis des années dans la région de Veracruz avec des producteurs, un écologiste, un écologue, écologo, ils disent, un biologiste, chercheur, il travaille, c'est un super boulot d'accompagnement. Sa compagne qui était là aussi. Et il me disait, mais c'est génial! Oui, bah, je vais me rééloigner. C'était génial que tu aies ce diplôme, etc. Et je me rendais pas bien compte, mais c'est vrai que pour la suite, ça m'a beaucoup servi déjà pour mettre en place un, certains modules de formation. J'ai travaillé pour Belco sur la formation de leur équipe commerciale notamment. Et puis on a travaillé sur la partie qualité, mais ça fait longtemps, hein, ils ont énormément avancé depuis. Et puis aussi en carte de visite pour l'étranger, bien sûr, puisque comme consultante, c'était le moment où je me lançais comme consultante, donc c'est vraiment au parfait timing. Et je travaillais encore en Inde, euh, en Éthiopie un peu aussi, et c'est vrai que c'est une très belle carte de visite Ouais, qui permet d'échanger autrement en fait. bien sûr. Non, c'est Et- clairement une validation et sur le CV, c'est un certificat, hein, clairement, ouais. d'aptitude et de sérieux. Très bien. Alors, on a évidemment, c'est très rapide, mais on a fait la trajectoire un peu de ta carrière. Comment est-ce que le projet Cupping Club est arrivé, l'idée, et puis peut-être une rencontre aussi? Comment c'est arrivé tout ça? Et ben, en arrivant à Bordeaux il y a 2 ans, et même un petit peu avant, j'ai rencontré Alex Passmore, qui est en fait le fiancé d'une amie. Et voilà. Et moi, j'arrivais à Bordeaux pour profiter de la ville aussi, goûter un autre art de vivre, comme dit Manu. Et en fait, c'est Alex qui avait cette idée-là du Cupping Club. Il avait cette idée-là. Il en avait parlé aussi avec un autre Anglais qui s'appelle Raph, avec un nom polonais. Et, et voilà. Et en fait, il avait pensé déjà à la boîte, on va dire, et au sein de café. Après, il y a eu beaucoup de détails qu'il a fallu peaufiner. Puis, il y a un certain modèle de financement au départ aussi, en tout cas sur les premières parties, on va dire. Et c'était quand il m'a parlé de ce projet-là, il n'avait pas encore l'idée non plus du feuillet, etc. Et puis, bah, moi, ça m'a paru vraiment dans l'air du temps, puisque c'était la question d'apporter un outil de formation aux torréfacteurs pour qu'ils se sentent à même de goûter le café dans leur laboratoire. C'était quelque chose que j'avais expérimenté bah, quand j'avais bossé avec l'OMI. Au départ, on goûtait beaucoup avec l'OMI quand ils ont commencé. Sur c'est quoi la qualité, c'est quoi les défauts. Ensuite, j'avais travaillé avec Jean-Marie Parseguian quand il faisait son switch vers les cafés de spécialité notamment, qui est un torréfacteur qui est à
Et en fait, il y avait toujours cette question de alors, est-ce que tu as goûté? Ah non, mais j'ai pas le temps, etc. Donc, il y avait toujours une espèce d'introversion, de pas se sentir capable, etc. Et donc, c'est vrai qu'on avait parlé de ça quand j'avais bossé chez Belco à l'époque, de comment amener la dégustation chez les torréfacteurs. Et donc, ça faisait vraiment sens. Et puis, on a travaillé, donc on a commencé à travailler là-dessus avec Alex pour peaufiner à la fois le produit, donc arriver à... Puis ensuite, c'est des alignements de planètes d'une certaine façon, j'avais rencontré l'imprimeur qui nous a fait la boîte, en fait. Euh, donc là, les œillets sont ouverts, mais donc on a fait faire une boîte sur mesure, donc pour créer vraiment un produit. Alex avait et on est en phase sur toutes les valeurs, donc avoir un produit qui soit respectueux de l'environnement. Donc Alex avait identifié les sachets qui sont des sachets compostables, qui sont pas les sachets les plus parfaits qui existent. Et ça nous a posé certaines questions pour la conservation du café, mais disons que si le produit arrive frais, donc ce qui est l'idée, ça va avoir une incidence sur les chaînes d'appro, les partenaires, le coût, etc. Eh bien, ça permet de recevoir du café frais de bonne qualité. Alors, est-ce qu'on peut faire un petit retour en arrière et que tu nous fasses un pitch? Qu'est-ce que c'est que parce que tu es une entrepreneuse, finalement, on peut te demander de faire des pitchs. Pitch-nous un petit peu ton produit. Ouais. Donc, le Cupping Club, c'est une solution de formation thématique sur le café qui a qui consiste en fait en 5 cafés par mois choisis avec un feuillet qui est lié à cette thématique qui a été choisie. Donc, ça couvre l'ensemble des sujets potentiels liés au café, en mettant un accent sur les origines, les questions de durabilité, les questions qui sont des questions brûlantes en fait du café, avec comme objectif d'amener des éléments, des clés de compréhension sur ces enjeux-là. Mais c'est aussi un outil qui permet, en trois mots, de goûter aussi et de partager. Parce que ce qui plaît aussi dans l'expérience de la dégustation, bah, c'est de dire, ah oui, moi j'ai senti ça, etc. Comment tu l'as senti, etc. Donc sans être un panéliste pur et dur, hyper bien calibré, qui est quelque chose de très compliqué à mettre en place et fait l'objet souvent de formations collégiales avec des gens in situ. Peut-être qu'on amènera ça, on le fera évoluer par la suite. Mais l'idée, c'était vraiment ça. C'était vraiment d'amener un outil qui permette de faciliter un partage avec le Coping Club. Donc, on résume ça. On résume ça en trois termes très simples. C'est entraîner votre palais, construisez votre expertise ou vos connaissances et engagez votre équipe et engagez-vous d'une certaine façon. Engagez-vous, c'est-à-dire? Engagez-vous, en fait, au départ, c'est engager vos équipes parce que c'est très facile en anglais, engage your team, etc. Il y a des petites choses qui sont plus. Engagez-vous, peut-être c'est aussi que dans les thématiques qu'on présente chaque mois, c'est toujours un point de vue qui est un point de vue le plus scientifique possible, sachant que dans la science, il y a aussi différentes obédiences d'une certaine façon. Où c'est un point de vue qui va être argumenté et on va présenter les arguments. On va essayer de pas cacher une information quand on transmet. Mais il y a des sujets qui sont des sujets hautement politiques en fait aussi, d'une certaine façon. Enfin, hautement politique, c'est un peu exagéré, mais non, je pense que c'est quand même ça. C'est par exemple, on avait fait des discussions sur les sachets. Donc, on a envoyé la boîte à Tim Wendelbo l'année dernière et il nous a dit génial, mais alors les sachets, il faut faire quelque chose. Et Alex me disait, mais non, en fait, moi, je veux pas changer les choses. Je veux qu'on reste sur un produit qui est un produit propre, qui a déjà un impact assez fort sur notre planète. Il faut qu'on amène ces questions de durabilité. Donc, du coup, on les amène un peu différemment. Donc, par moment, quand on a fait l'édition, on a fait une édition spécifique. Eh ben, on va régler cette question de l'emballage avec un produit qui va être un peu plus qualitatif d'une certaine façon, mais
du coup, n'a pas le même impact sur l'environnement, quoi. Tu peux pas le mettre dans ton compost domestique. D'accord. Et donc c'est là-dessus, mais c'est aussi, quand on a parlé de direct trade l'année dernière, dans la première édition de l'Éthiopie, c'est quoi le direct trade en fait? Ok, bon, chacun a une compréhension différente. On va essayer d'avoir une définition qui soit à la fois engageante et en même temps qui soit réaliste en disant, ok, le direct trade c'est intéressant, mais on pourrait dire que c'est pas parce que tu vas dans un endroit une fois, j'ai fait, c'est cette question qui est incroyable dans la langue française, je trouve, c'est j'ai fait le Pérou, par exemple. J'ai fait ça alors qu'on est passé juste 10 jours et en fait, que plus tu restes dans un pays, plus tu comprends que tu le comprends pas, en fait. Euh, et donc, l'idée, c'est ça, en fait, d'être très précis sur les mots, comme dit Alex, aucun sujet va être éludé, donc on essaye vraiment d'amener ces éléments sur un angle d'analyse sur. Alors du coup, alors quand est-ce que ça a commencé là, le premier épisode, c'était quand? Et est-ce que tu peux nous dire ce qui a déjà été envoyé en fait à vos membres? Tout à fait. En fait, du coup, bon, tu as bien vu, hein, l'idée, c'est d'expliquer aussi ce que c'est la durabilité, sustainability, etc. Juste le côté hédonique qui est hyper important, qui est un moyen aussi d'atteindre certaines choses. Voilà. Donc Mais avec du sens aussi. Enfin, faut goûter, mais avec du sens. ouais, voilà. Et le côté collectif qui est très important aussi, et le côté fun, bref. Du coup, ça a commencé en novembre 2018, pardon, avec un épisode sur l'Éthiopie que je n'ai pas avec moi. Donc, on a parlé de l'Éthiopie, l'origine. On a parlé Éthiopie. Ça s'appelait Where It All Began, où tout a commencé. Il se trouve, c'est aussi l'emblème qu'a choisi l'Éthiopie. Ça, je l'ai appris l'année dernière. Ensuite, on a fait sur le Mogiana, une petite région au Brésil, qui est aussi une grande région pour le café, parce que c'est là où il y a un centre de recherche de Campinas, etc. Ça s'appelait Place in Value. En fait, il y a toujours donc un feuillet. Du coup, là, tu parles en anglais, ça veut dire que tout est en anglais ou? Non, mais c'est que les deux premiers, on les avait fait juste édités en anglais seulement. Ensuite, on a fait, ça va faire un peu de bruit, hein. Le process, les dessous du grain, c'est toujours d'avoir, il y a toujours un petit. Donc là, on est passé en français. Donc tu veux dire, en fait, maintenant, vous avez une version française, une version anglaise. Exactement, ouais. Exactement. Ensuite, on a ouvert la boîte de Pandore en partant du principe qu'elle nous porterait chance. Voilà, donc parler des variétés avec Arnaud Cos, avec Benoît Bertrand dont tu parlais tout à l'heure, avec aussi Christophe Montagnon de World Coffee Research, qui est un éminent généticien enfin pas généticien, mais qui est un éminent chercheur du café. Ça, je l'ai déjà montré. On a parlé ensuite de la Colombie, qui n'est pas avec moi, mais c'était Ojalá que Huela Café, qui est une chanson très connue. Voilà. Donc, on parlait pareil des grands terroirs, des problématiques, la vision collectiviste d'un État qui prend part, en fait. Et à chaque fois, on amène des jeux, bien sûr, hein, parce que c'est pas que. Voilà. On va en venir, ouais. Ouais, tu vas revenir là-dessus. C'est très important parce que c'est. Ensuite, on a parlé donc l'émergence aussi dans le contexte colombien, où chaque producteur fait 1,67 hectares, donc c'est petit, hein, la moyenne. Donc des petits producteurs sur des pentes aussi. Eh bien, il y a quand même l'émergence de producteurs de café de spécialité qui vont se différencier dans leur façon de produire de ce que demande en fait la fédération, qui est plutôt orientée volume, intrants, etc. Okay. Goûte-moi sur l'essence, le C-Market, les enjeux avec un entretien avec des chercheurs en économie, le Bourbon,
Adaptation, le voyage du Bourbon depuis l'Éthiopie, le Yémen, voilà. Euh, Ensuite, on a parlé de la rouille. Ah oui, j'avais dit que j'aimerais bien parler de la rouille. Voilà, ça c'est la petite touche d'humour. Voilà, et puis à la fois le côté où c'est le poison et le remède. Voilà, donc c'est toujours de mêler des symboles aussi. Ouais, Dans les... je vois qu'il y a des illustrations à chaque fois un peu sympas et originales. On a fait sur l'Inde, origine peu Mhm. connue en fait, et la question des agrosystèmes forestiers. On a couvert pas mal de sujets, quoi. La torréfaction, une édition spéciale avec le MOF, Paul, sur voilà. Paul de Lomi. Ouais. Paul, ah, en effet, de l'OMI, oui. Voilà. Juste pour clarifier pour ceux qui écoutent. Ok, donc effectivement, comme tu le dis très bien, vous avez vraiment traité des sujets assez larges et variés et d'actualité à chaque fois en fait. Et souvent en fait, je trouve aussi des sujets où finalement la compréhension elle n'est pas forcément générale en fait, où on entend beaucoup de choses. Et en fait, pour vous, en fait, je pense que c'est une manière aussi d'essayer de cadrer les choses et comme tu disais, de manière scientifique et donc de faire intervenir aussi des experts. C'est ça? Ouais, exactement. En fait, enfin, c'est vraiment nécessaire aujourd'hui quand on a une certaine forme d'information pour pouvoir prendre des décisions. euh, Bah, c'est important d'avoir les clés en fait. Et l'objectif, c'est vraiment faire de la pédagogie. C'est Benoît Bertrand qui disait, c'est un outil extrêmement facile d'utilisation et une excellente vulgarisation scientifique. Il racontait que ses thésards étaient ravis de lire les feuillets et de découvrir le café aussi. Mais en fait, c'est vraiment important d'expliquer les basiques, en fait. Tu Euh, trouves que ça manque en fait aujourd'hui en fait quelqu'un qui rentre dans le café pour se former donc on a quoi? Il y a des centres de formation, il y a des livres, il y a tout ce qu'on trouve sur Internet, mais il y a beaucoup de confréries. Je trouve ouais. qu'il y a beaucoup de confréries. Personnellement, je trouve que c'est pas si simple de plonger dans le Brita Fulmers. Tout le monde n'a pas toutes les personnes qui sont dans le café n'ont pas cette aspiration-là non plus. Euh, enfin, comprendre ce que ça veut dire du développement, c'est pas non plus si simple que ça. Euh, on peut parler du commerce équitable 2 minutes ou plus, mais comprendre que, bah, en fait, oui, il y a des problématiques qui sont liées au commerce équitable, qui sont réelles, qui sont plutôt liées, en fait, pas au commerce équitable, mais plutôt au bas coût du café, au bas prix du café, et que bah, la problématique, c'est plus une problématique de comment est valorisé le café, quels sont les partenariats durables et comment sont quelle est la durabilité de la production de café. Bah, ça paraît plus intéressant que enfin, de plonger dans les énièmes recherches qui sont pas forcément très pointues. Et en fait, d'amener ces réflexions toujours sur le bon, propre et juste. Ouais, je pense que ça. Je trouve qu'en fait, aujourd'hui, le marketing a pris une part très importante dans nos vies. Bien sûr, on est amené à beaucoup de méfiance aussi euh, vis-à-vis de ce qu'il nous a raconté. Mais il y a un vrai besoin d'information et l'information, bah, parfois, on a bien vu ça avec la crise du Covid aussi, qu'en fait, en fonction de l'angle, on peut amener des choses très différentes. Alors l'idée, c'est pas de dire que nous aussi, on est plus blanc que neige, etc. Mais en tout cas, on va essayer d'amener un regard un tout petit peu plus contrasté que celui qu'on pourrait trouver. En- Alors, donc finalement, en fait, est-ce que tu dirais que vous faites un travail de bon journaliste? Est-ce que, enfin, qu'est-ce que vous offrez en fait? Vous offrez votre voix en fait, mais comme tu dis, bah, voilà, vous essayez d'être contrasté, c'est-à-dire que vous essayez de donner une vision objective en fait de tous les problèmes dont vous parlez, enfin, problème ou thème. Ouais, alors en fait, jusque-là, on fait surtout de la pédagogie sur les solutions vertueuses. Comme voilà, on essaie de se concentrer sur le positif. Euh, mais et de mettre en avant
ces exemples qui sont positifs pour que le calque puisse se faire. Et c'est plutôt amener les gens dans une démarche de compréhension, de questionnement, et pas forcément de dire ah c'est pas bien ou bien voilà. Donc par exemple quand on a parlé de la rouille, puisque le temps tourne hyper vite, on a parlé des produits phytosanitaires aussi, euh, et du fait que c'était nécessaire. Et c'est important d'expliquer, même pour moi qui ai fait des études d'agro, c'est quoi un produit, un pesticide de contact et je me souviens même pas du nom, qui va rentrer dans la plante en fait et qui va migrer dans la plante pour aller chercher la maladie. Enfin, ça raconte pas du tout la même chose parce qu'on imagine bien que voilà. Mais comment est-ce qu'on arrive à ce système-là? Voilà. Et sur la rouille, on a notamment. C'était important de parler aussi du prix. Donc bien sûr, on va pointer le changement climatique, on va pointer du doigt le le changement climatique, le manque de diversité variétale, les, les mouvements qui sont faits, etc. Mais on a parlé aussi de ce que c'était que les forêts qui font tampon aussi, la perte de l'ombrage, parce que oui, comme on le dit dans l'épisode 9, quand tu es sous ombrage, tu as beaucoup moins de fleurs et donc tu as beaucoup moins de fruits que quand tu n'es pas sous ombrage. Donc, comment tu valorises ça? Comment tu valorises tous les services environnementaux? Donc, j'ai peut-être oublié un petit peu ta question, mais dans l'idée, c'était vraiment ça, c'était d'amener... Est-ce que tu peux montrer finalement le feuillet à quoi ça ressemble en fait? Parce que voilà, il y a beaucoup de textes, hein. donc c'est très 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 complet, hein. C'est pas juste une feuille A4, hein. Voilà, donc ici, il y a un édito, toujours un peu fun, qui place les enjeux d'un côté un peu plus sympa. Ensuite, on met toujours un petit peu de culture. Donc là, ah ouais, on avait parlé d'un truc plus léger. Comment récupérer et que faire de son marc de café? Qui est quand même un produit dingue. Quand on y pense, il reste plein de choses dedans. Et donc, on avait parlé des champignons, les champignons de Marseille notamment. Les cuppings, très important, dont on va parler ensuite. Ensuite, là, on avait parlé de l'IRD et du fait qu'ils expliquaient que les forêts jouent un rôle essentiel pour la biodiversité terrestre et elles ont un élément stabilisateur des agents pathogènes. C'est vraiment hyper d'actualité par rapport à ce qui se passe sur le Covid, en fait. Et en parlant aussi des tribus, des indigènes qui sont dépendants de ces forêts, etc. Et puis ensuite, on passe dans le cœur du sujet avec du coup les 5 cafés qui sont présentés toujours en aveugle. Donc, chaque sachet de café a un petit code. C'est un numéro en fait, et après on peut retrouver derrière. La correspondance. Et puis là, il y a des chiffres en fait et un peu de texte. Alors parfois, c'est plus illustré. Mais là, on avait parlé de El Niño, la Niña, les produits phyto, les problématiques et les impacts qu'a pu avoir la rouille sur les différents pays et la façon dont c'est propagé. J'ai oublié un entretien avec notamment ce biologiste en fait qui parlait de la résilience des écosystèmes mexicains et des questions qui se posent derrière en fait, qui sont parce qu'au-delà de ça, c'est comment est-ce qu'on entretient une plantation. On sait tous, même au niveau de notre santé, qu'il faut un minimum de soins, en fait. Et pour moi, c'est assez important, même si c'est peu abordé, mais l'épisode de rouille, il a surgi 10 ans après une crise monumentale du café qui a conduit à l'abandon de la plupart des plantations. Et quand on veut soigner un verger malade, comme c'est le cas dans certains pays, au Salvador, par exemple, si on soigne un verger malade dans une population de vergers qui sont abandonnés et qui sont tous malades, quel impact ça peut avoir, en fait? Avoir des plans de rénovation, etc. Voilà. Bon, en tout cas. Donc c'est vraiment s'attaquer à beaucoup de problèmes du café qui sont d'actualité. Et vraiment, c'est du contenu original aussi, en fait, que vous créez vous-même. C'est important de le dire, en fait, parce que c'est vraiment beaucoup de travail de création de contenu, d'aller chercher les gens qui ont la bonne information, d'aller chercher vous les sources, ou qu'elles soient en fait de bonne information. Donc c'est vraiment un travail conséquent et original.
Et c'est ça, en fait, la valeur, en fait, de ce que vous offrez. Et comment est-ce que c'est vendu, en fait? Comment est-ce qu'on a accès à ça? C'est, Alors aujourd'hui, on- les gens s'inscrivent. Donc en fait, vous avez un site internet? on a un site internet, merci. On a un site internet qui s'appelle cuppingclub. Euh, .com avec une version française et une version anglaise qui mériterait d'être améliorée, mais pour l'instant qui existe. Vous pouvez être abonné. Donc en France, c'est 35 euros TTC. Donc c'est 29 euros hors taxe, en fait, le prix de la boîte, plus les frais de port. Euh, Ensuite, vous recevez donc les cafés et puis on conseille, voilà, donc ça c'est la façon de s'inscrire. Ok, donc on reçoit par mois une boîte avec les 5 cafés et le livret. Ouais, alors c'est ça. Ça va peut-être évoluer un peu parce que, comme tu disais, c'est beaucoup d'infos, il faut aussi la digérer, il y a aussi d'autres offres qui sont faites et donc ça va peut-être évoluer. Je sais pas si on aura le temps de parler de ça, mais on a parlé rapidement du business plan et en fait, enfin, c'est toujours un challenge, il y a énormément de choses. Enfin, c'est pas juste un produit, la création d'un produit, il faut l'envoyer, générer. La logistique, bien sûr. Ouais. Et puis, il faut que les cafés soient frais, fraîchement torréfiés, bien torréfiés. Tout ça, Voilà. c'est évidemment un gros travail derrière, en back-office pour vous. Voilà, donc il y a une petite réflexion sur l'évolution du produit, mais effectivement. Et ensuite, on aimerait bien proposer les boîtes, et on l'a fait pour la boîte de Paul notamment, à l'achat à l'unité en ligne, qui serait du coup plus cher en fait. Euh, c'est vraiment un outil de formation. Donc c'est vrai que le coût, si on raisonne le coût en fonction du poids de café, 200 grammes, hein, 40 grammes x 5, ça fait 200. C'est sûr qu'on est un peu cher, hein. Mais par contre, si tu raisonnes sur l'outil de formation, la façon dont ça va permettre de améliorer ses compétences. Ça, c'est un sujet dont on voulait parler, donc j'enchaîne. Ouais. Donc, je suis formatrice en analyse sensorielle, comme on disait tout à l'heure, et en fait, on est tous on est tous le meilleur dégustateur. Chacun, en fait, c'est nous les dégustateurs. Chacun a autorité sur soi, en fait. Et l'idée, c'est vraiment que le cupping et la dégustation soient un outil de connaissance de soi et en même temps de choix. Et personne peut décider, même s'il y a le bon goût et ça c'est une norme sociale, etc. Mais personne peut déguster de ce qui nous plaît et de ce qui nous plaît pas, en fait. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir les outils pour comprendre et déguster, apprécier euh, un produit et savoir dire pourquoi en fait il nous plaît. Et ça, c'est vraiment ce qui est permis par le Cupping Club, notamment, dans un premier temps, pour les gens qui sont plus néophytes. Et ensuite, il y a des outils un peu plus techniques, professionnels, qui permettent d'ajuster. Mais des choses aussi simples que ah oui, mais ah oui, mais là, je pense que c'est un lavé ou là, ce serait plutôt un nature, qui peut être des jeux qu'on va poser en fait. Et ben, savoir dire que bah oui, le nature, il va être plutôt en cupping, donc c'est une infusion de café dans une tasse avec un protocole qui permet de minimiser en fait les différences liées à l'extraction, qui sont, comme je disais au début, c'est assez technique l'extraction, mine de rien. Bon, dans un cupping, on minimise ces étapes-là et donc on va goûter surtout le café. En fait, on va goûter sur tous l'essence du café, ce qui va être, en tout cas, jusque-là, on a fait des boîtes surtout là-dessus. Et ça fait du bruit sur la table. C'est pas grave. On a compris que tu étais en train de comme un paquet de chips, quoi. Oui, voilà. Et en fait, l'idée, c'est ça, c'est de permettre aux gens de goûter. Et donc, entre un nature et un lavé, le lavé, il va avoir une acidité plus vive et une longueur en bouche plus longue et plus sur l'acidité, alors qu'un nature, il va avoir comme goût un goût il aura beaucoup plus de corps, de texture, et en même temps, il sera souvent un tout petit peu plus amer en fin de bouche et plus court aussi. Donc, déjà, de savoir identifier ça, ça paraît tout bête, mais des baristas qui sont depuis 3 ans, 4 ans, qui goûtent toutes les semaines, ils ne sont pas forcément capables de mettre ces mots et ces choses-là aussi simples sur le café. Donc, c'est notamment ça. Après, c'est là-dessus qu'on va élaborer. Et l'idée, c'est de petit à petit, café mois par mois,
d'arriver à ce qu'il y ait une meilleure connaissance de soi, meilleure connaissance des cafés et du coup, capacité à prendre des choix plus forts. Est-ce que c'est pas un challenge en soi, en fait, de réussir à mettre sur papier? Donc, en fait, tu n'es pas là, en fait, quand les gens dégustent. A Non. priori, le protocole de cupping est relativement simple, c'est-à-dire qu'il est reproductible. Donc, a priori, c'est pas, il y aurait pas trop de variations. Mais ceci dit, on n'a pas tous le même palais et surtout, on n'est pas entraîné de la même façon parfois. Donc, est-ce que pour toi, ça a été un challenge ou est-ce que, avec le retour des gens aussi, de dire, voilà, alors là, c'est ça que vous êtes censé sentir dans votre tasse et que derrière, en fait, est-ce que c'est vraiment ça qu'ils sentent? Voilà, donc en fait, on ne fait pas ça, Mm. effectivement. Parce que, en fait, les analyses sensorielles te disent, ah oui, quand tu leur dis, bah oui, on va te dire ça, et là, c'est bon. Et en fait, ils te prennent pas au sérieux. Hein. C'est-à-dire que on a des dégustations qui sont des dégustations hédoniques, donc la préférence. Et ensuite, il y a des dégustations qui sont plutôt plus objectives, en fait. Euh, et donc là, avec un certain nombre de critères. Et donc, de dire, bah voilà, ce café-là, vous auriez pu sentir cela. En fait, au départ, on le faisait, d'écrire les notes très personnelles de dégustation. Mais c'est pas si intéressant de donner, de dire, d'abord parce qu'on n'est pas sûr que les gens utilisent la même eau, qu'ils aient infusé à la même vitesse, Bien pendant le sûr. même temps, etc. Ouais, t'es pas là, ouais. Ouais. L'idée, c'est vraiment on arrivera à ça et probablement via des plateformes comme Rain or Shine, de mettre en place des dégustations qui sont des dégustations en public, en fait. Mais en public, et au cœur de ça, c'est vraiment de dire, c'est donner les outils de l'émancipation, en fait. Personne peut dire, ça goûte ça. Personne peut le dire. On peut dire, c'est On peut présenté. en parler hein, entre soi, mais oui, tu peux pas dire à quelqu'un, il faut absolument que tu me dises que tu as senti de l'amande ou je sais pas quoi d'autre. Voilà, donc ça c'est pour les arômes. Après, sur la partie des goûts, et on a fait ça pendant le confinement, on a proposé des protocoles qui permettent d'affiner sa dégustation. Je fais des petits gestes comme ça, d'affiner sa dégustation sur les différentes saveurs en fait. Donc là, on se calibre, on peut se calibrer. Mais c'est une vraie démarche de se calibrer. C'est pas Hmm. quand tu as été en recalibration de Q-Grader et bah, tu te rends compte que c'est pas simple hein, d'être calibré. Hmm. Bien Il faut sûr. vraiment que ce soit du quotidien pour que tu puisses goûter la même façon Hmm. et d'accord sur l'appréciation. Et comment vous gérez le côté torréfaction et après peut-être aussi fraîcheur du café? Parce qu'en fait, il faudrait qu'idéalement les gens aussi euh, puissent trouver le temps de goûter des réceptions. En fait, vous leur conseillez quoi? Ouais. Alors, on leur conseille de goûter des réceptions et s'ils peuvent pas le goûter des réceptions, on leur propose de congeler en fait leur café. Euh, c'est vraiment ce qu'on conseille de faire et c'est ce qu'ils font. Voilà, on a Moxa fait ça, Lomi le fait. Bon, ceux qui attendent un peu plus longtemps, bon, en fait, les gens sont responsables. On est sur un outil, on, on garantit une homogénéité, enfin, on garantit une expérience si les gens suivent ce qu'on propose, en fait. Hmm. Mais on Et, n'est pas obligé de lire le livret en entier avant ah non, non, non. En fait, si tu veux, en fait, ce qu'on conseille toujours de faire, et là-dessus, Alex toujours insisté, il disait, bah, en gros, si vous voulez passer directement au cupping, consultez quand même ce qu'on vous a proposé dans le cupping et ensuite goûtez. Mais comme tu peux faire avec chaque sachet de café 3 tasses, puisqu'il y a 40 grammes, et ben, tu peux très bien faire ton cupping comme thème, un cupping standard avec 1 tasse, et puis et ça suffit puisque nos cafés, c'est des beaux cafés, sauf si on spécifie qu'il faut goûter l'homogénéité du café et donc faire 3 tasses à chaque fois. Bah, c'est pas nécessaire de le faire, donc tu peux goûter juste avec 1 tasse. On offre plutôt des beaux cafés. Et, euh, et donc tu peux faire ça comme ça, et ensuite on propose 2 jeux, donc tu as quand même cette liberté de construire progressivement ta mémoire, ta bibliothèque aromatique. Moi, j'adore parler de ça, de la bibliothèque sensorielle de chacun, qui est vraiment quelque chose à développer, prendre confiance et petit à petit ajuster en fait.
Ouais. Est-ce que vous avez parlé de jeux, j'imagine, peut-être là-dedans, en fait, pour essayer de remplir sa bibliothèque? Ouais, bien sûr. On a fait des jeux sur les couleurs, on a fait des jeux sur la géographie, on a fait des jeux sur, ça veut dire, tu replaces. Les premières boîtes sur l'Éthiopie, on avait fait les 5 régions. Tu dois replacer sur chaque région le Ouais. café. Tu Et sais, ça, celle-là, je l'avais faite et j'en ai un très bon souvenir. C'était bien. il y avait ça. Et ensuite, il y avait l'autre exercice qui est super aussi, qui s'appelle Mix and Match. Tu goûtes les cafés dans un ordre et ensuite, tu les mélanges et tu dois les replacer dans le même ordre. Mm. Et ça, c'est cool parce que c'est vraiment la mémorisation de l'ensemble des saveurs et arômes qui Mm. constituent l'expérience. Ouais, Voilà. j'adore l'approche ludique. Elle est toujours sympa quand elle y est. Ça marche bien, je trouve. Et à qui s'adresse, en fait, j'imagine que c'est pour les gens qui aiment le café. Est-ce que parmi vos membres, pour l'instant, en fait, on retrouve vraiment que des professionnels ou vous avez aussi des particuliers? Alors, on a des professionnels et des particuliers. On a des professionnels, jeunes professionnels. On a des prescripteurs aussi. Euh, on a, euh, on a, par exemple, Paul en effet du Café Lomi avec Michael Portanier qui nous suivent depuis le début, Daniela Capuano aussi, et puis plein d'autres personnes, Emmanuel Diaz qui est là aussi, enfin voilà, vous, à la claque, avec Sandra. Et en fait, on dit toujours qu'en fait, c'est, pardon. C'est pour les pros ou les particuliers? Ouais, en fait, c'est une bonne façon de jumeler théorie et pratique. On va prendre quelques questions. Joris qui nous demande en fait combien y a-t-il d'abonnés et dans quel pays si jamais ce ne sont pas des données privées. Non, alors, on est à une centaine d'abonnés, un petit peu moins. On a pas mal en France. On est pas mal en France. On est pas mal aussi en Angleterre, en Europe en fait. On distribue dans toute l'Europe. En Turquie, on est un peu limité par les questions douanières. Euh, on est aussi en Inde. Euh, on avait une demande pour la Birmanie aussi dans un super labo, le Mandalay Lab. Euh, et donc, ça c'est vraiment. Enfin, on est Après, très ouais. ce sont parce que finalement vous êtes des entrepreneurs et puis vous êtes deux, il va falloir, enfin, oui, il y a toute cette partie de marketing et de vente aussi et de prospection. Et Mhm. comment est-ce que vous y arrivez? Est-ce que vous avez déjà le temps de le faire? Et comment est-ce que vous espérez en fait dans le futur justement essayer d'atteindre plus de gens avec cette belle offre? Et est-ce que vous êtes capable en fait finalement si jamais d'un coup vous avez 1000 personnes qui vous font une commande, est-ce que vous êtes capable de les envoyer? Ouais. Alors, la question, en fait, le Cupping Club, pour s'inscrire vraiment dans le temps, il doit grandir, bien sûr, euh, pour qu'on atteigne un équilibre. Donc, concrètement, on s'est lancé plein d'enthousiasme, etc. Et là, on est sur la phase où il faut reprendre un petit peu pour analyser différemment un petit peu les choses. On est tout à fait capable de fournir 300 boîtes sans rien changer dans notre mode de fonctionnement aujourd'hui. Euh, L'objectif, bien sûr, c'est d'en avoir davantage. Il y a des perspectives de développement qui se dessinent un peu différemment pour toucher, on va dire, une population un peu plus vaste. Euh, mais en restant vraiment sur ce produit très pro, euh, c'est euh, c'est très c'est sûr qu'on a de bonnes perspectives. Après, faut effectivement avoir une démarche commerciale et une démarche marketing un peu plus poussée que ce qu'on a pu faire jusque-là. Euh, et donc, on travaille là-dessus en ce moment. Hmm.
Et Joris demande une autre question, en fait, est-ce qu'il il dit, est-ce que c'est toujours en filtre? Bon, alors, du coup, c'est plutôt cupping, mais est-ce que vous imagineriez mettre des cafés pour d'autres méthodes, par exemple l'espresso ou, alors, évidemment, après, on s'attaque au problème de paramètres d'extraction. Je pense que le Cupping Club, C'est dans c'est son nom, hein. ouais, c'est dans son nom. C'est dans son nom. Après, l'autre mot du Cupping Club, c'est Coffee in Context, qui est un très bon nom. Donc, le contexte, le café dans son contexte. Et, euh, et l'idée, ce sera de faire éventuellement évoluer, ouais, un petit peu, Hmm. euh, de faire évoluer ça. Clairement, dans la démarche entrepreneuriale, il faut un certain nombre de compétences, à la fois dans la connaissance financière, dans la connaissance euh, marketing, communication, Hmm. et, c'est vraiment les prochains challenges du Cupping Club. Hmm. Euh, Est-ce que les frais d'expédition en soi sont un challenge pour se développer à l'international? alors clairement, c'est pas C'est seulement, Régine qui pose la question au ouais, passage. c'est pas seulement les frais qui sont une problématique, c'est aussi le coût les frais douaniers en fait. Donc c'est vrai que quand on expédie avec des DHL, etc. En fait, l'outil du Cupping Club, c'est un outil qui est assez peu cher. Donc, quand on propose une formation, par exemple en Turquie, même si les coûts d'expédition sont autour de 20 euros, eh ben, les gens achètent le produit. Sauf qu'il y a un tas de problématiques qui se rajoutent là-dessus et qui font que ça devient plus cher encore. Et la Hmm. problématique, c'est plus la question de ce transfert-là, du surcoût et qui va payer ce surcoût. Et donc là-dessus, on a encore à bosser. Voilà. Mhm. Je pense pas que ça fera. Faut vraiment qu'on réussisse à poser les choses et on est encore petit en fait pour que les chronopostes ou les DHL s'intéressent vraiment à nous, même si on a des chouettes partenariats. Mais c'est vrai qu'il y a des coûts cachés qu'on n'a pas forcément identifiés Mhm. Mhm. auparavant. Juste au passage, parce que tu disais, voilà, le coût est quand même peu élevé. En fait, c'est vrai qu'il faut mettre en parallèle les coûts, les coûts horaires en fait, de formation. Et dans ce cas-là, en fait, d'avoir un contenu original et poussé sur des thèmes d'actualité du café, finalement, avec un formateur, ça serait évidemment beaucoup plus cher. C'est ça que tu voulais dire. Ouais, ouais, c'est ça. C'est en fait un abonnement au Cupping Club aujourd'hui, si tu prends pas en compte les frais d'expédition, ça coûte à peu près une journée de formation café, analyse sensorielle de base en fait. Puisqu'on est ouais, on est sur 350, on est sur un peu plus, 380 euros Par euh, an. par an, Ouais. hors frais d'expédition. Ouais. Et en fait, tu peux en faire bénéficier l'ensemble de ton équipe. Donc, c'est pas juste un individu. Et en même temps, si on parle de pure dégustation, on parle pas de contenu, hein, on parle que de la dégustation. C'est comme pour n'importe quelle routine, que ce soit du yoga, les pompes, soit l'élastique, non pas le soit l'élastique, soit la corde, enfin, des trucs comme ça, la corde à sauter. Euh, et ben en fait, il faut le faire au quotidien pour que ça ait vraiment des impacts et des bénéfices. Donc bah là, on va dire que tu as potentiellement plus de résultats avec un produit comme le Cupping Club qu'avec une journée de formation. Maintenant, ça remplace pas l'échange et c'est pourvu que tu le fasses dans un groupe et que tu Hmm. donnes cette possibilité. Ouais, bien sûr. Il faut utiliser l'outil. C'est comme si tu prends un abonnement à la salle de sport. Évidemment, si tu vas jamais, tu vas pas avoir des pectoraux et des beaux fessiers. Mais alors justement, par exemple, au niveau, qu'est-ce que je voulais dire déjà en fait, au niveau de la pratique, en fait, tu conseilles quoi en fait? Bah, au niveau de la pratique, moi je pense que le mieux, c'est de. En fait, bah, on reçoit le feuillet, on va queuper suivant les jeux qui ont été proposés, donc le plus rapidement possible.
cuper de façon silencieuse, en fait, pour pouvoir vraiment bénéficier d'expérience. Donc, ça, c'est des choses qu'on met en avant. Et ensuite, ce qui est important, c'est de regoûter. Parce qu'en fait, c'est comme quand on allait en cours, bah, tu vas avoir une première expérience, donc la gustative, tu vas renforcer l'expérience en répétant l'expérience, en fait. Simplement parce que tu es en essayant de limiter les autres éléments pour que tu sois toujours dans les mêmes conditions physiologiques que lors de ta première expérience. Voilà. Très bien. Ok. Est-ce que peut-être tu as quelque chose à rajouter? Est-ce qu'il y a aussi peut-être d'autres questions? Ouais, j'ai Euh, vu du Cupping Club US. Ce serait super, d'autant que c'est un gros marché. Il faut trouver le bon partenaire pour le faire. On pourrait le faire aujourd'hui. Maintenant, il faut le Food and Drug Act. Ça a l'air de rien, mais c'est un billet d'entrée de 200 euros. Donc, si t'es pas sûr d'avoir au moins, bah, il faut avoir quelques abonnés quoi, pour que ça vaille le coup, mais voilà. Et ouais, Effectivement, d'avoir une base, une plateforme dans chacun des continents pour s'assurer que l'envoi et la fraîcheur du café soient oui. assurés dans les meilleures conditions. Après, dans des marchés qui explosent, comme le marché indien, par exemple, c'est partie des choses qui peuvent être réfléchies, en fait. Chine. Ouais, la Chine. Ouais. Oui, tout à fait, ouais. Hmm. Tout à fait. Donc, le potentiel y est parce que l'offre elle est vraiment originale et unique. Et c'est là où Ouais. ça peut être vraiment quelque chose de global, une solution globale. Alors, si, j'aimerais quand même dire, c'est tout à fait ça. Par rapport au prochain épisode, donc, qui est cette boîte que j'aimerais proposer à des gens qui ne sont pas abonnés et qui voudraient juste faire une, un essai, en fait. Donc, c'est une boîte sur le Pérou qui va parler, donc ce sont que des cafés biologiques, et elle va parler à la fois de la production du Pérou, donc, et elle va parler aussi, et l'entretien, il se fait avec un anthropologue qui travaille à la fois avec des coopératives, des populations indigènes, et en même temps avec qui j'ai pu parler de la Pachamama, donc la terre-mère. Et ça paraissait très important de faire à cette période où en fait on parle de est-ce que le monde va changer, est-ce que c'est un retour à la normale, gna, gna, gna. Même si c'est au cœur de la démarche depuis le début du Cupping Club, parce que c'est au cœur de notre démarche à tous les deux, eh bien, ça paraissait assez important d'amener une autre façon de potentiellement envisager la relation à la terre, aux produits agricoles, et de tisser ça d'une partie certains pourraient qualifier de magique, ou de rituel, ou de spirituel, sans parler pour autant de religieux, en fait. Et, euh, et en fait, le récit, il a ce pouvoir-là de permettre de faire évoluer nos perspectives intérieures aussi. Et progressivement, en faisant évoluer nos perspectives intérieures, on peut faire évoluer davantage Nos notre pratiques. extérieur. Mm. Hmm. Ok, donc un côté spirituel à venir en fait. Est-ce que, alors tu l'as abordé très rapidement en fait, on en avait parlé tous les deux, mais il pourrait y avoir des choses à faire en fait entre le Cupping Club et Rain and Shine, et notamment en fait essayer de mettre en place des cuppings en live où chacun est bien chez soi, mais ou dans son laboratoire, mais effectivement où l'échange pourrait se faire. Ah oui, parce qu'en fait c'est ça. En fait, je voulais savoir en fait jusqu'à présent, en fait, comment est-ce que les gens, vos membres, échangeaient, peut-être entre eux, mais aussi avec vous. Donc, Brian Enshine, ça serait peut-être une autre possibilité de le faire. Et Ouais. donc, tu disais aussi cette fameuse boîte sur le Pérou, en fait, on va pouvoir l'essayer. Donc, juste l'acheter à l'unité sans prendre forcément le- l'abonnement. Mm. Donc, quand est-ce que ce sera disponible et quand est-ce qu'on va pouvoir en savoir plus sur Ouais, alors ceux qui sont intéressés par cette boîte, vous pouvez envoyer un petit mail et je vous enverrai un lien pour le paiement. La boîte, elle va sortir la semaine prochaine. Euh, et donc, elle sera envoyée, et je pense qu'au milieu enfin, d'ici 10 jours, ce sera possible de la goûter. Ça serait super de pouvoir
faire, je pense qu'il y a énormément de congruence à la fois dans l'approche, la vision entre Rain or Shine sur une partie de ce que Rain or Shine va faire et puis ce que le Coping Club a dans son ADN depuis ses débuts. Et donc, effectivement, mettre en place des dégustations plus collectives. En tout cas, mettre en place, on va dire, un jeu où on va goûter en silence, potentiellement aussi, être en silence ensemble sur Shine en suivant ce jeu et ensuite, probablement en animant une sorte de médiation sur le goût pour amener ces questionnements sur qu'est-ce que l'autre a senti, qu'est-ce que moi j'ai senti, pour construire ces référents et après on va mieux en parler. Euh, l'idée, ce sera de faire évoluer les choses pour que ça reste dans un temps construit, Ouais. quoi. Euh, et puis bon, que ça vienne agrémenter le produit, en fait. Ouais, c'est ça, exactement. Une autre façon de l'expérimenter et de l'utiliser. Bah, écoute, j'ai hâte de mettre ça en place. Je pense que de toute façon, c'est très faisable d'au moins expérimenter une fois. Et puis, si c'est concluant, en fait, ce serait génial de pouvoir continuer comme ça. Jusqu'à présent, comment la communication se fait entre vos membres et vous sur les retours? Ou est-ce que les membres eux-mêmes ont une plateforme où ils peuvent échanger entre eux? Non, on n'a pas la plateforme. C'était dans les choses qu'on voulait développer en 2019, puis ça n'a pas été fait. Ok. Donc, Non, mais je pense que c'est quelque chose de sympa, en fait, pendant les copines. Comme tu dis, en fait, pendant la dégustation, il vaut mieux que ce soit silencieux, mais derrière, qu'il y ait une possibilité d'échanger, c'est pas mal ouais, aussi. c'est vraiment important. Et encore une fois, on a, enfin, c'est vrai, le cupping, et le café, il amène à l'humilité. C'est pas toujours ce qui prévaut, mais il amène quand même à l'humilité. Et, euh, et ce travail que j'avais fait sur les mots pour dire le café, c'est bah, si tu penses différemment de moi, j'aimerais comprendre ce que tu penses en fait. Et je pense qu'on a beaucoup à apprendre pour le développement de la filière café et notamment de café de spécialité, qui parle de relations durables aussi, justement à être dans ce questionnement pour pas forcer à adhérer à un produit, mais plutôt pour comprendre et pour pouvoir amener soit quelque chose de différent, soit quelque chose qui réponde aux mêmes enjeux, mais qui soit fait différemment. Que ce soit la torréfaction qui soit plus foncée, enfin un certain nombre de choses en fait. Et ça peut passer que si on a accès à accueillir ce que l'autre a à dire et ce qu'il a à penser. Et ça, c'est une petite perspective hyper, qui est hyper enrichissante en fait. Mhm. Ouais, et être à l'écoute, avoir un esprit ouvert, et ça permet évidemment de l'échange entre êtres humains, et on est là pour ça aussi. Oui, et en fait, souvent sur le goût, les gens disent ah non mais j'ai pas trop exploré, non mais je sais pas goûter, ou j'ai pas ta façon de goûter. Et en fait, c'est super. Pourquoi on devrait tous avoir la même façon de faire? C'est nul quoi. C'est matin brun, tout le monde est pareil, tout est marron. Non, on veut que ça soit coloré et voilà. Ouais. Et puis de toute façon, il faut pratiquer. Donc c'est normal de pas avoir vraiment une assurance. Et donc les formations sont faites pour ça aussi. Donc le Cupping Club fait sa part de, de, de- Mm. des choses avec la formation livrée à domicile. Voilà. Bon, on a un petit peu dépassé l'heure, mais c'est pas si grave. Il y aura quelques moments qui seront de toute façon coupés au montage parce qu'il y a eu des imprévus du direct. Ouais. Mais évidemment, on pourrait en parler beaucoup plus longuement. Mais si vous avez des questions, si vous voulez vous intéresser plus aux produits, n'hésitez pas à contacter Morgane directement, ou de toute façon déjà d'aller voir, de faire une visite sur le site internet cuppingclub.com. Oui, c'est ça. Et sur Instagram aussi, on a publié pas mal de petits jeux là, qui peuvent être faits n'importe quand. Et je réponds bien, on répond bien sur Instagram, en fait.
Très bien. Bon, bah, super. Bah, c'était un plaisir, Morgane, évidemment. Et puis, je pense que ce n'est que la première. Voilà. Ce n'est que la première. Merci d'avoir suivi. Merci à, Oups, merci à tout le monde d'avoir. Merci d'être resté. Ouais. Euh, ouais, portez-vous bien ou là où vous êtes. Merci pour vos questions. Et puis, bah, à bientôt. Au revoir tout le Ciao. monde. Ciao, ciao.